Vous sentez la pierre froide sous vos genoux, dans la pénombre du palais d'Alexandrie, tandis que les vapeurs d'encens et de myrrhe masquent à peine l'odeur métallique qui flotte dans l'air. C'est l'automne de l'an 44 avant notre ère, et à quelques coudées de vous, Cléopâtre VII trace de son doigt bagué d'or les clauses d'un contrat de mariage sur papyrus égyptien. Son frère Ptolémée XIV, âgé de 15 ans à peine, ne sait pas encore qu'il vient de signer son arrêt de mort. Ce que vous découvrez dans cette chambre nuptiale transformée en laboratoire politique va détruire tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour, le pouvoir et l'inceste dans l'Égypte ptolémaïque. Car ce mariage n'est pas une union, c'est un assassinat programmé, la dernière pièce d'un système dynastique fondé sur 3 siècles de consanguinité calculée et de fratricide ritualisé. Les chroniques de Plutarque et de Dion Cassius relatent les détails, mais ce qu'elles taisent est plus troublant encore. Comment une lignée entière a transformé l'inceste en technologie de pouvoir et l'assassinat en sacrement royal. Vous allez comprendre pourquoi les Ptolémées ont survécu à Alexandre, aux Perses, aux révoltes populaires et comment ils ont failli défier Rome elle-même grâce à cette méthode que l'histoire préfère oublier. Mais d'abord, il faut remonter 300 ans en arrière quand Ptolémée Ier, général d'Alexandre, s'empare de l'Égypte et découvre un secret que les pharaons gardaient depuis des millénaires. L'année 305 avant notre ère marque le début de l'expérience dynastique la plus audacieuse de l'Antiquité. Quand Ptolémée Ier se proclame pharaon d'Égypte, il comprend immédiatement que sa légitimité de conquérant macédonien ne suffira jamais face aux prêtres de Memphis et de Thèbes. Les Égyptiens vénèrent leurs pharaons comme des dieux incarnés, héritiers directs d'Isis et Osiris, et ces divinités étaient frères et sœurs, époux et épouses. Les papyrus du temple de Dendur révèlent la stratégie ptolémaïque, reproduire le mythe fondateur égyptien pour s'enraciner dans la terre des pharaons. Chaque union consanguine devient un acte religieux, chaque mariage incestueux, une preuve de divinité. Les prêtres acceptent ce pacte contre 50 talents d'or par cérémonie, une fortune équivalent au salaire annuel de 2000 ouvriers alexandrins. Le système fonctionne avec une efficacité redoutable. Ptolémée II épouse sa sœur Arsinoé II en 278 avant notre ère, consolidant d'un coup les richesses de l'Égypte, de la Cyrénaïque et de Chypre sous une seule couronne. Les registres du port d'Alexandrie montrent que cette union contrôle désormais 12 000 talents d'or, 200 navires marchands et les monopoles du papyrus, du grain et des aromates qui alimentent tout le bassin méditerranéen. Mais vous ne comprenez pas encore le plus troublant. Car l'inceste ptolémaïque n'est pas seulement une question de légitimité religieuse ou de concentration patrimoniale. C'est une arme politique qui élimine automatiquement tous les prétendants au trône. Aucun noble macédonien, aucun général romain, aucun prince séleucide ne peut revendiquer l'Égypte par mariage si les pharaons n'épousent que leur propre sœur. Les chroniques d'Appien d'Alexandrie décrivent comment cette stratégie transforme l'Égypte en forteresse dynastique inexpugnable. Pendant que les autres royaumes hellénistiques s'épuisent en guerre de succession et en alliances matrimoniales complexes, les Ptolémées règnent sur le grenier à blé de la Méditerranée avec une stabilité que Rome elle-même leur envie. Pourtant, chaque génération doit résoudre le même problème arithmétique fatal. Comment éliminer les frères époux devenus encombrants sans briser la chaîne sacrée de la consanguinité. Et c'est là que le génie cruel de Cléopâtre VII va dépasser tous ses ancêtres. L'hiver de l'an 51, avant notre ère, vous trouve dans les appartements privés du palais d'Alexandrie, où Cléopâtre VII, âgé de 18 ans, reçoit les enseignements secrets de son précepteur, Apollodoros le Sicilien. Ce ne sont pas des leçons de rhétorique ou de philosophie que vous entendez résonner entre ces murs de marbre. Ce sont des cours d'empoisonnement appliqués et de comptabilité dynastique. Apollodoros déroule devant elle les papyrus médicaux rapportés du temple de Ptah. Distillation du venin de cobra dans l'huile d'amande douce. Dosage précis selon le poids corporel. Temps de dissolution dans le vin de palme. Symptômes d'empoisonnement imitant les fièvres saisonnières d'Alexandrie. Chaque formule est testée sur des condamnés à mort. Chaque délai chronométré au sablier. Chaque réaction consignée dans des tablettes de cire que seule Cléopâtre sait déchiffrer. Car la jeune reine comprend déjà ce que ses ancêtres ont mis 3 siècles à perfectionner.
l'art de transformer un frère époux en cadavre sans éveiller les soupçons de Rome. Les comptes du trésor ptolémaïque révèlent qu'elle dispose de 500 000 talents d'or, l'équivalent du budget annuel de l'Empire romain. Mais cette fortune ne vaut rien si elle doit la partager avec un co-régnant masculin, selon la tradition dynastique. Ptolémée XIII, son frère cadet âgé de 10 ans, ne représente encore qu'une menace théorique. Mais les conseillers du palais, l'eunuque Potin, le général Achillas, le rhéteur Théodote, commencent déjà à murmurer qu'un pharaon mâle serait plus acceptable pour les légions de César qui campent aux portes d'Alexandrie. Cléopâtre sait qu'elle dispose de quelques années au maximum avant que ce frère enfant devienne un rival mortel. Les registres de la chancellerie ptolémaïque montrent comment elle prépare méthodiquement son règne absolu. Elle fait graver de nouvelles monnaies où son effigie domine celle de Ptolémée XIII, réorganise la garde royale avec des mercenaires gaulois fidèles à elle seule, et surtout, elle noue des contacts secrets avec les banquiers de Rhodes qui financent les campagnes romaines. Quand la guerre civile entre César et Pompée éclate en 49 avant notre ère, Cléopâtre y voit l'opportunité parfaite pour éliminer son frère sans salir ses propres mains. Elle fait mine de soutenir Pompée selon les accords officiels d'Alexandrie, tout en envoyant discrètement des émissaires à César avec des promesses de grains égyptiens et d'or ptolémaïque. Le piège se referme durant l'automne 48 avant notre ère. Pompée, vaincu à Pharsale, fuit vers l'Égypte en espérant y trouver refuge. Les conseillers de Ptolémée XIII voient là une chance d'éliminer un prétendant gênant et de gagner les bonnes grâces de César. Ils assassinent Pompée sur la plage de Péluse le 28 septembre, offrant sa tête à César qui arrive quelques jours plus tard. Mais César, loin d'être reconnaissant, entre dans une colère terrible. Plutarque rapporte qu'il pleure en voyant la tête de son ancien gendre et rival. Comprenant que les Ptolémées viennent de lui montrer jusqu'où va leur cynisme politique, c'est exactement la réaction que Cléopâtre espérait. Vous la voyez alors exécuter le coup de génie qui va lui livrer l'Égypte et César lui-même. Elle se fait enrouler dans un tapis de soie et livrer secrètement dans les appartements du proconsul romain. Quand elle en émerge, nue et parfumée de nard, elle ne vient pas seulement séduire César, elle vient lui proposer un marché politique que Rome ne peut refuser. L'or ptolémaïque contre la liquidation de Ptolémée XIII, le grain égyptien contre l'élimination d'Arsinoé IV, sa sœur rivale, le contrôle de la route des Indes contre un héritier romano-égyptien qui unirait les deux empires. César, endetté jusqu'au cou après sa campagne gauloise, accepte sans hésiter cette alliance qui résout tous ses problèmes financiers. La guerre d'Alexandrie qui suit n'est qu'une mise en scène sanglante pour masquer l'exécution du plan de Cléopâtre. Ptolémée XIII meurt noyé dans le Nil en janvier 47, officiellement par accident durant une bataille navale, officieusement empoisonné par les soins d'Apollodore, puis jeté par-dessus bord. Arsinoé IV est capturé, exhibé dans le triomphe de César à Rome, puis exécuté sur les marches du temple de la déesse Diane. Il ne reste plus qu'un obstacle. Ptolémée XIV, le dernier frère, âgé de 12 ans à peine. Mais celui-là, Cléopâtre va le garder pour la phase finale de son plan. Avant de vous révéler comment elle transforme ce gamin en arme politique, puis en cadavre utile, payez le péage de la curiosité. Laissez un like maintenant et commentez de quelle ville vous regardez cette histoire. Cela aide l'algorithme à pousser des récits historiques avec moins de romantisation et plus de vérité sur les mécanismes réels du pouvoir antique. Mars 47 avant notre ère. Vous assistez à la cérémonie de mariage la plus cynique de l'Antiquité dans le grand temple de Ptah à Memphis. Cléopâtre VII, désormais âgée de 22 ans, épouse son frère, Ptolémée XIV, selon les rites pharaoniques millénaires. L'enfant de 12 ans tremble dans sa tunique de lin royal, ignorant qu'il vient d'endosser le rôle de faire valoir dans une partie politique qui le dépasse entièrement. Les prêtres de Memphis récitent les formules sacrées d'Isis et Osiris, tandis que l'encens de Punt masque l'odeur de la peur qui émane du jeune pharaon. Cléopâtre, elle, calcule déjà les bénéfices de cette union temporaire, légitimité religieuse restaurée après la guerre civile.
apparence de respect des traditions ptolémaïques pour rassurer les notables alexandrins. Et surtout, contrôle absolu sur un co-régnant trop jeune pour contester ses décisions. Le papyrus de Vienne G 4822 révèle les clauses secrètes de ce contrat matrimonial que même les scribes du temple ignoraient. Cléopâtre se réserve la gestion exclusive du trésor royal, le commandement des armées et le droit de conclure des traités sans l'accord de son époux enfant. Ptolémée XIV ne possède que le titre de pharaon, elle détient tout le pouvoir qui va avec. Mais ce que vous découvrez dans les contes du palais est plus troublant encore. Cléopâtre utilise ce mariage comme couverture pour restructurer entièrement l'économie égyptienne au profit de Rome. Elle augmente les taxes sur les paysans du delta de 15%, réorganise les monopoles d'État pour maximiser les exportations de grains vers l'Italie. Et surtout, elle ouvre les greniers de l'Égypte pour financer les guerres civiles romaines qui s'annoncent. Car Cléopâtre a compris ce que César lui-même ne voit pas encore. La République romaine agonise, et celui qui contrôlera les richesses de l'Égypte dictera qui succédera à César. Elle transforme l'Égypte ptolémaïque en banque centrale de l'Empire romain naissant, avec elle-même comme directrice unique et Ptolémée XIV comme simple tampon officiel. Les mois qui suivent révèlent le génie manipulateur de la reine d'Égypte. Vous la voyez recevoir dans ses appartements privés les émissaires de tous les prétendants romains, Marc-Antoine, Octave, Lépide, Brutus, Cassius. À chacun, elle promet l'alliance de l'Égypte contre ses rivaux. À chacun, elle fait miroiter les trésors des Ptolémées. À chacun, elle laisse entendre qu'un mariage avec elle unirait l'Orient et l'Occident sous une seule couronne. Mais c'est avec César qu'elle scelle son pacte le plus audacieux. En juin 47, elle accouche d'un fils qu'elle nomme Césarion, Petit César. Les chroniques de Suétone rapportent que César reconnaît officieusement cet enfant comme son héritier égyptien, ouvrant la voie à un empire romano-ptolémaïque qui s'étendrait de l'Atlantique aux cataractes du Nil. Ptolémée XIV assiste impuissant à cette mise à l'écart progressive. Les ambassadeurs étrangers ne lui adressent plus la parole. Les généraux égyptiens ne sollicitent que les ordres de Cléopâtre, et même les prêtres de Memphis détournent leurs offrandes vers la reine-mère du futur empereur. L'enfant pharaon comprend qu'il devient superflu dans sa propre dynastie. C'est alors que se produit l'événement qui va précipiter sa perte. Les ides de mars 44, avant notre ère, César tombe sous les coups de Brutus et de ses conjurés. La nouvelle parvient à Alexandrie, 3 semaines plus tard, par un navire marchand de Rhodes. Cléopâtre, enceinte de quelques mois de son deuxième enfant avec César, mesure immédiatement les conséquences de cette catastrophe. Sans la protection de César, l'Égypte redevient une proie pour Rome. Marc-Antoine, Octave et les républicains vont se disputer l'héritage du dictateur assassiné, et tous convoitent les richesses ptolémaïques pour financer leurs armées. Cléopâtre doit choisir son camp. Mais d'abord, elle doit éliminer les témoins gênants de ses négociations avec César. Ptolémée XIV, désormais âgé de 15 ans, commence à poser des questions embarrassantes sur les accords secrets conclus avec Rome. Il réclame l'accès aux comptes du Trésor, exige d'être consulté sur la politique étrangère et surtout, il menace de révéler aux sénateurs romains les promesses contradictoires faites par sa sœur épouse aux différents prétendants. Et c'est là que presque personne ne prête attention aux détails qui changent tout. Dans les inventaires du palais royal, Apollodoros commande soudainement des quantités inhabituelles d'huile d'amande douce, de miel de Cyrénaïque et de vin de Lesbos, les 3 ingrédients nécessaires pour masquer le goût du poison de cobra, selon les papyrus médicaux du temple de Ptah. Les ostracas de Der el-Médineh, retrouvés au XIXe siècle, révèlent les préparatifs minutieux de l'assassinat. Cléopâtre fait d'abord répandre la rumeur que Ptolémée XIV souffre de fièvres intermittentes, un mal fréquent dans les marécages du delta durant l'été. Elle convoque les meilleurs médecins d'Alexandrie pour soigner son époux, établissant ainsi un diagnostic officiel qui masquera les véritables causes de sa mort. Simultanément, elle organise une série de banquets privés entre époux royaux.
soi-disant pour réconcilier le couple après les tensions politiques récentes. Ces dîners intimes, servis par Apollodoros en personne, permettent d'habituer l'entourage du palais à voir Ptolémée XIV de plus en plus affaibli, de plus en plus malade, de plus en plus proche de la mort naturelle que Cléopâtre va lui administrer. Le 26 juillet 44 avant notre ère. Date précise, conservée dans les Acta Diurna romaines. Ptolémée XIV partage son dernier repas avec sa sœur épouse. Au menu, pain d'orge, figues de Syrie, fromage de chèvre et surtout du vin de Lesbos parfumé au miel et aux amandes. Un nectar digne des dieux, comme le répète Cléopâtre en levant sa coupe vers son frère qui sourit encore, ignorant qu'il vient de boire sa propre mort. 6 heures après ce banquet fatal, vous observez Ptolémée XIV s'effondrer dans ses appartements privés, terrassé par des convulsions que les médecins du palais attribuent immédiatement à une crise de fièvre maligne. Ses serviteurs courent chercher les prêtres guérisseurs du temple de Ptah, tandis que Cléopâtre joue à la perfection le rôle de l'épouse éplorée, tenant la main de son frère agonisant et murmurant des prières à Isis pour son salut. Mais vous savez maintenant ce que les chroniqueurs de l'époque ont eu. Le venin de cobra distillé selon la formule d'Apollodore provoque d'abord des nausées violentes, puis des spasmes musculaires qui miment exactement les symptômes de la malaria estivale d'Alexandrie. Le jeune pharaon meurt à l'aube du 27 juillet, officiellement emporté par les fièvres du Delta, officieusement exécuté par la dernière reine d'Égypte qui vient de briser définitivement la chaîne sacrée de l'inceste ptolémaïque. Les funérailles de Ptolémée XIV, orchestrées par Cléopâtre, révèlent l'ampleur de sa manipulation. Elle fait embaumer le corps selon les rites pharaoniques les plus somptueux, dépensant plus de 100 talents d'or pour les bandelettes de lin, les onguents de cèdre et le sarcophage d'or massif qui accueillera son frère époux dans la nécropole royale d'Alexandrie. Cette générosité posthume impressionne les notables égyptiens et convainc les derniers sceptiques que la mort de Ptolémée XIV est bien naturelle. Mais le véritable coup de génie de Cléopâtre se révèle dans les semaines qui suivent. Elle fait proclamer par les héros du palais qu'elle reste fidèle à la tradition ptolémaïque en épousant son plus proche parent mâle survivant, Césarion, son fils de 3 ans avec César. Cette union symbolique avec un enfant en bas âge lui garantit la légitimité dynastique sans les inconvénients d'un corégnant adulte. Les papyrus d'Oxyrinthe conservent les édits royaux de cette période troublée. Cléopâtre se proclame Théaphilopator, déesse qui aime son père, et mère du futur pharaon empereur, unifiant pour la première fois les traditions égyptiennes et romaines sous une seule couronne. Elle fait frapper de nouvelles monnaies où son effigie domine celle du petit Césarion, affirmant symboliquement son règne absolu sur l'Égypte ptolémaïque. Car Cléopâtre a compris ce que ses ancêtres incestueux n'avaient jamais osé. Pour survivre dans un monde dominé par Rome, l'Égypte doit cesser d'être ptolémaïque pour devenir romano-égyptienne. L'assassinat de Ptolémée XIV marque la fin de 3 siècles de consanguinité dynastique et le début d'une nouvelle ère où les pharaons d'Alexandrie ne seront plus les descendants d'Alexandre, mais les héritiers de César. Cette révolution dynastique explique pourquoi Marc-Antoine tombe si facilement dans les filets de Cléopâtre lors de leur rencontre à Tarse, en 41 avant notre ère. La reine d'Égypte ne lui offre pas seulement son corps et ses trésors, elle lui propose de devenir le nouveau César d'un empire qui s'étendrait de l'Euphrate au Nil. Leurs enfants, Alexandre Hélios et Cléopâtre Sélénée, ne seront plus des Ptolémées incestueux, mais les fondateurs d'une dynastie romano-orientale qui défiera Octave lui-même. Les registres de la bataille d'Actium révèlent l'ampleur de l'enjeu. Cléopâtre embarque sur sa galère royale avec le trésor complet des Ptolémées. 500 000 talents d'or, les archives secrètes de 3 siècles de règne, et surtout, les formules d'empoisonnement qui ont permis à sa dynastie de survivre si longtemps. Elle sait qu'en cas de défaite, ses secrets ne doivent jamais tomber entre les mains d'Octave. Quand la bataille tourne au désastre, le 2 septembre 31 avant notre ère, Cléopâtre exécute son plan ultime. Elle fait couler les navires égyptiens chargés d'or pour empêcher Octave de s'emparer du trésor ptolémaïque, détruit les papyrus médicaux d'Apollodoros et se prépare à rejoindre ses frères époux dans la mort selon un protocole qu'elle maîtrise depuis l'enfance.
Le 30 août, 30 avant notre ère, dans le mausolée qu'elle s'est fait construire, près du tombeau d'Alexandre, Cléopâtre VII met fin à l'expérience dynastique la plus audacieuse de l'Antiquité. Les chroniques de Plutarque rapportent qu'elle meurt en tenant dans sa main un aspe, le cobra royal, symbole des pharaons d'Égypte. Mais vous savez désormais que ce serpent n'est pas un instrument de suicide romantique. C'est l'ultime hommage à l'arme empoisonnée qui a permis aux Ptolémées de régner 300 ans sur les richesses du Nil. Avec la mort de Cléopâtre, s'éteint le dernier écho des noces sanglantes d'Isis et Osiris. Octave, devenu Auguste, fait exécuter Césarion pour éviter toute résurgence ptolémaïque, transforme l'Égypte en province romaine et efface méthodiquement toute trace du système incestueux qui avait défié Rome pendant 3 siècles. Les papyrus d'empoisonnement disparaissent dans les flammes, les généalogies consanguines sont grattées des monuments. Et l'histoire officielle transforme Cléopâtre en séductrice orientale pour masquer la réalité plus troublante de son génie politique. Pourtant, l'héritage de l'inceste ptolémaïque survit dans l'ombre. Les empereurs romains adoptent progressivement les rituels pharaoniques, se proclament dieux vivants comme leurs prédécesseurs d'Alexandrie, et certains, comme Caligula ou Néron, tentent même de restaurer les mariages dynastiques entre frères et sœurs selon le modèle égyptien. L'expérience ptolémaïque continue d'obséder les maîtres de Rome, comme un fantôme dynastique qui refuse de mourir. Car au fond, ce que révèle l'histoire interdite de Cléopâtre et de ses frères époux, c'est une vérité que notre époque peine encore à accepter. L'inceste royal n'était pas une perversion, mais une technologie politique. L'assassinat familial n'était pas un crime, mais un instrument de gouvernement, et la consanguinité dynastique n'était pas une maladie, mais une arme de guerre contre les prétendants extérieurs. Comment un système fondé sur le sang, le sexe et la mort a-t-il pu créer l'une des civilisations les plus raffinées de l'Antiquité? Comment des reines qui empoisonnaient leurs époux ont-elles financé la bibliothèque d'Alexandrie, le phare du port et les découvertes d'Archimède? Comment l'inceste calculé a-t-il produit des souveraines capables de tenir tête à César, à Antoine et à Rome elle-même? Ces questions dérangent parce qu'elles révèlent les fondations inavouables de notre propre civilisation. Rome a hérité des Ptolémées bien plus que de l'or et du grain. Elle a adopté leurs méthodes de concentration du pouvoir, leurs techniques de manipulation politique et leur cynisme dynastique déguisé en piété familiale. Cliquez maintenant sur la vidéo suivante pour découvrir comment le fils secret de Cléopâtre et Marc-Antoine a tenté de reconquérir l'Égypte 20 ans après la mort de sa mère. Et pourquoi les empereurs romains ont passé 2 siècles à traquer les derniers descendants ptolémaïques. Abonnez-vous à l'Histoire interdite pour ne rien manquer de ces révélations sur les faces cachées du pouvoir antique. Dans les commentaires, dites-nous de quelle ville vous regardez cette enquête et quelle dynastie vous auriez servi si vous aviez vécu dans l'Alexandrie ptolémaïque.